Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, c'est aujourd'hui qu'Édouard Philippe va annoncer l'intégralité du projet du gouvernement sur les retraites. Hier, une nouvelle journée de mobilisation a réuni 339 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 885 000 selon la CGT et les syndicats annoncent déjà de nouvelles mobilisations les 12 et 17 décembre prochains. On en parle avec Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, rattaché au groupe La République En Marche. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste au Sénat. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans l'Yonne sur les questions d'écologie et d'environnement à l'heure de la COP25. Aujourd'hui, direction le parc naturel régional du Morvan pour parler de la filière bois. Et enfin, dans le Club des territoires, nous parlerons d'une autre mobilisation, celle des pompiers. Ils dénoncent un manque de moyens et des violences récurrentes, de plus en plus fréquentes. Le Sénat remet 18 propositions aujourd'hui pour lutter contre ces violences. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 11 décembre. Le Sénat a voté le budget 2020 avec modification. Si les sénateurs ont approuvé la mesure phare du texte, des baisses d'impôts de 5 milliards pour les ménages, ils ont en revanche demandé plus d'économies au gouvernement. Députés et sénateurs doivent maintenant se mettre d'accord sur un texte commun. Feu vert pour une réouverture partielle de l'usine Lubrizol de Rouen, touchée par un incendie le 26 septembre dernier. Le comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis positif pour la réouverture. Le préfet devrait suivre cet avis. Et puis Ursula von der Leyen présente aujourd'hui son pacte vert devant le Parlement européen. Il s'agit de sa feuille de route en matière de transition écologique, sujet dont elle fait une priorité. Elle souhaite faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. On débute avec le sénateur du jour. Il est élu des Hauts-de-Seine et rattaché au groupe La République En Marche. Bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On le disait, Édouard Philippe qui présente ces mesures en fin de matinée. L'architecture, les détails de cette réforme des retraites. Est-ce que l'exécutif joue gros aujourd'hui ? Alors, il joue gros. Déjà, il y avait un engagement qui a été pris, c'était de revenir avec des annonces et un arbitrage à mi-décembre, après la consultation des partenaires sociaux. C'est chose faite. Le Premier ministre revient, effectivement, après la consultation qui aura quand même duré 2 ans. Donc on attend beaucoup aussi des annonces et des arbitrages du Premier ministre et on a espoir que, en tout cas, ça débloque la situation. Vous attendez beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces annonces particulièrement ? Moi, je pense que la prise en compte de la pénibilité est importante. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il nous faut un régime universel. En tout cas, tous les syndicats réformateurs, le gouvernement, la majorité présidentielle sont sur cette ligne-là. Et donc, je pense que ça, c'est acté. On aura un régime universel. Ensuite, il faut que le point soit garanti, le régime à points soit garanti et soit indexé notamment sur les salaires pour ne pas avoir de pertes ou de décrochage tout au long de sa carrière. Et puis moi, Donc attention à la baisse des pensions, c'est ce que vous dites. Bien sûr, mais je pense que ça, c'est une volonté du gouvernement de vraiment l'indexer sur les salaires. Après, moi, je suis très attaché aussi aux annonces qui ont été faites sur le socle minimum de pension à 1 000 €. Alors, on parle de 1 000 €, mais en fait, la réalité, c'est que c'est 85% du SMIC. Parce que c'est vrai que 1 000 €, on peut se dire dans 15-20 ans, comment est-ce qu'on va faire pour vivre avec 1 000 €, alors que déjà, c'est déjà difficile actuellement. Sauf que la réalité, c'est que ça sera 85% du SMIC, donc ça va évoluer. Et qu'aujourd'hui, on a aussi un certain nombre de petites pensions, de petits retraités, et pas seulement des femmes. On a beaucoup de femmes qui ont des petites pensions, mais on a aussi des artisans qui se touchent moins de 1 000 €. Et donc ça va être une revalorisation aussi de leur pension de retraite. Donc tout ça, la prise en compte de la pénibilité, c'est aussi indispensable. Et la CFDT, d'ailleurs, est très attachée à ça. Et donc j'espère, je souhaite et je pense que le Premier ministre va aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, sur le fond, ce qu'on connaît à l'heure actuelle de cette réforme, ça vous va, tout vous va? Tout ne me va pas, mais en tout cas,
Aujourd'hui, ça va dans le bon sens et je pense que moi j'attends les arbitrages. Je ne peux pas vous donner mon point de vue sur quelque chose qui n'a pas été encore annoncé. Et c'est pour ça que je réserve mon propos une fois que les annonces arriveront. Alors cette réforme, c'est aussi un bras de fer entre les syndicats et l'exécutif, les opposants projet qui ont de nouveau défilé dans la rue hier. Pendant ce temps, Édouard Philippe, lui, il était sous le feu des parlementaires. C'était à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité au gouvernement. On va voir le résumé de cette journée avec Fabien Recker. Train à l'arrêt, école au ralenti, la France entre dans son 7e jour de grève. Nouvelle manifestation hier à l'appel de plusieurs syndicats, mais une mobilisation en recul par rapport à jeudi dernier. 27 000 personnes ont défilé à Paris, selon le cabinet Occurrence. On lâche pas, on est là et on est tous ensemble, on est tous solidaires. Tous les regards se tournent désormais vers Édouard Philippe, chahuté hier lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Votre méthode de concertation, monsieur le Premier ministre, a été, reconnaissez-le, un fiasco total. Car non seulement votre projet est de plus en plus illisible, mais il est de plus en plus anxiogène. Pendant ce temps-là, l'évasion fiscale nous coûte toujours un bras. On veut des ronds, pas des points, monsieur le Premier ministre. Souvent, nous partageons les mêmes valeurs, vous le savez très bien. Mais nous n'avons pas la même vision de ce que doit être notre économie et peut-être à certains égards, en effet, notre système de retraite. C'est un fait. Édouard Philippe dévoilera à midi les contours de la réforme, tandis que rien ne laisse présager pour l'instant un arrêt de la mobilisation. On le voit, les opposants à cette réforme ne désarment pas. Hier, Édouard Philippe, devant les députés, a dit « Je ne crois pas aux annonces magiques ». Est-ce qu'il prépare l'opinion à une suite du mouvement, quoi qu'ils disent aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, il y a aussi des syndicats qui refusent aujourd'hui une seule négociation. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats comme la CFDT, comme l'UNSA, qui sont prêts à se remettre autour de la table et pour avancer. Les concertations d'ailleurs peuvent encore continuer et les négociations peuvent continuer encore en janvier. Et puis il y en a d'autres qui souhaitent de toute façon rester sur un statu quo. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester sur un statu quo. On est à 10 milliards d'ici 2025, 10 milliards de déficit de régime de retraite. 10 milliards, c'est plus que le budget de la justice. Donc il faut bien qu'on trouve quelque chose pour pérenniser ce système de répartition, parce qu'on est tous attachés au système de répartition. Il est hors de question d'en sortir. Mais il faut donc trouver un système pour le pérenniser. Donc, comment on sort de ce conflit avec des syndicats comme la CGT qui disent « nous, on se battra jusqu'au retrait » ? Mais je pense que le gouvernement va accélérer. Je pense qu'une fois que les arbitrages vont être rendus, moi je souhaite que ça aille aussi dans le sens des syndicats réformateurs. Et donc à partir du moment où... Donc ça veut dire qu'il faut faire des concessions ? Il y aura des concessions sur la pénibilité, il y aura des concessions sur la prise en compte des primes au niveau des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut faire des concessions sur la transition, sur le fait que cette réforme entrera en vigueur peut-être plus tard, peut-être plus progressivement? Moi je pense, mais je n'ai pas d'informations particulières, mais je pense que ça sera mis en place effectivement en 2025, mais je ne suis pas sûr qu'on arrivera jusqu'à la génération 75. Je pense qu'on sera dans un entre-deux, entre 63 et 75, plutôt vers les 70 effectivement, mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'à 75. C'est mon opinion, mais je ne sais pas, encore une fois, ce que le Premier ministre arbitrera. Est-ce que pour vous, il faut faire aussi des concessions sur les régimes spéciaux ? Moi, je pense que là aussi, il faut qu'il rentre plus progressivement dans le régime général, que ça ne soit pas brutal. C'est un peu ce qu'a laissé entendre Édouard Philippe vendredi, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut de toute façon mettre fin aux régimes spéciaux. Les Français ne comprennent pas qu'on puisse avoir aujourd'hui des cheminots qui partent plutôt à la retraite que des salariés du privé. Je pense qu'on est tous attachés à avoir un système universel. Et c'est d'ailleurs le fondement même de notre système de retraite. Il était à la base universel. Et c'est au fur et à mesure des réformes qu'on a eu des régimes spéciaux. Alors on l'a vu, les syndicats qui annoncent d'ores et déjà de nouvelles mobilisations, jeudi, mardi prochain. Est-ce que pour vous, ils jouent autre chose qu'une simple bataille contre la réforme des retraites? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est contre la politique du gouvernement en général, contre Emmanuel Macron? Oui, je pense que de toute façon, c'est une convergence d'un certain nombre de luttes ou en tout cas de contestations face au gouvernement. Ce n'est pas seulement sur les retraites. Mais effectivement, je pense qu'il faut être attentif, il faut être à l'écoute de
ces demandes, parce que c'est pas seulement effectivement les syndicats, mais il y a aussi le monde hospitalier qui est en souffrance. Il y a les enseignants où il faut avoir un certain nombre de garanties pour les enseignants, et je pense que le gouvernement est en train d'en apporter. Et vous parlez de convergence, vous la redoutez cette convergence? On voit que les policiers se mobilisent, les pompiers, vous parlez des enseignants, vous redoutez une convergence? On est dans un climat de toute façon anxiogène, et donc il faut qu'on puisse sortir de cette crise par redonner la confiance, de la pédagogie, réexpliquer aussi que c'est une réforme qui doit être juste et équitable pour les Français, et surtout pour pérenniser un système sur lequel les Français sont attachés. Allez, on va attendre les annonces d'Édouard Philippe. On va parler maintenant de ce qui se passe au Sénat. Le Sénat qui a voté hier le budget 2020. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann. Et ça y est, Steve, les sénateurs se sont prononcés hier sur le budget 2020. Oui, 3 semaines de débats intenses, plus de 2400 amendements déposés, quelques tensions, mais aussi quelques moments plus légers dans l'hémicycle. Je parle sous votre contrôle, monsieur le sénateur. Ça y est, c'est fait, le marathon budgétaire est terminé. Les sénateurs ont adopté hier le budget 2020. Alors avant le vote, un sénateur par groupe politique s'est exprimé à la tribune. C'est l'occasion, Oriane, d'afficher une position politique sur le texte. Un texte qui, vous le savez, a parfois donné lieu à de très vifs échanges avec le gouvernement. Au total, le Sénat a rejeté pas moins de 5 budgets, la justice, l'agriculture, la sécurité ou encore l'immigration. À droite, on a notamment accusé le gouvernement d'avoir un peu fermé les yeux sur les dépenses. Écoutez. Ce PLF marquera bien l'acte 2 du quinquennat, celui du renoncement au retour à l'équilibre de nos comptes publics. Nous apprendrons peut-être demain par quel prodige le Premier ministre mettra en œuvre une réforme des retraites qui ne devrait, selon ses mots, ne faire aucun perdant et même beaucoup de gagnants, sans reculer l'âge de départ et sans creuser encore le déficit, pourtant déjà annoncé entre 10 et 17 milliards en 2025, c'est-à-dire demain, mes chers collègues. Voilà, cela ne vous aura pas échappé, Oriane. On est en plein bras de fer social autour de la réforme des retraites. Alors quoi de mieux que le vote du budget pour pointer les ambiguïtés du gouvernement? À gauche, on a dénoncé les zigzags de la majorité. Écoutez. Ce budget 2020 se signale par l'abandon de toute volonté de redressement des comptes publics, par des rétropédalages nombreux, traduisant une méconnaissance profonde des aspirations de nos concitoyens, par une incapacité à construire l'avenir conjointement avec le Parlement. Voilà, on l'aura compris, à droite comme à gauche, le vote du budget 2020 aura été l'occasion de fourbir ses armes à l'approche des prochaines échéances électorales. Peu de chance, Oriane, que ce budget 2020 reste en l'état. Députés et sénateurs doivent maintenant se mettre d'accord sur un texte commun. Merci beaucoup, Steve. À tout à l'heure. On vous retrouve pour la revue de presse. Xavier Iacovelli, vous vous êtes abstenu lors du vote de ce texte, comme les sénateurs La République En Marche, les Indépendants. Pourquoi vous êtes abstenu? Vous avez du mal à choisir entre la version du Sénat et la version du gouvernement? Non, parce que globalement, on a trouvé quand même des accords avec la majorité sénatoriale sur la politique fiscale de notre pays, sur la réduction des impôts des Français. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas voter un budget avec 5 missions qui ont été refusées, rejetées. Donc on est aussi dans une posture de la droite sénatoriale, comme à son habitude, et donc toujours plus. Et donc on ne pouvait pas voter en l'état le budget. Pourquoi une posture? La droite sénatoriale demande au gouvernement plus d'économies. Alors elle a notamment voté une augmentation du temps de travail pour les fonctionnaires d'État, des jours de carence supplémentaires. Ça, pour vous, c'est une posture politique? Oui, c'est dans leur posture, la posture de la droite des Républicains. Ça a toujours été leur position. En même temps, quand on voit quand ils étaient aux responsabilités, on ne peut pas dire que la dépense publique est diminuée. Elle a même augmenté sous Nicolas Sarkozy. Donc, au bout d'un moment, effectivement, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc,
Donc vous ne voyez pas dans ce budget un renoncement à baisser la dette, à baisser le déficit, comme le dit la droite sénatoriale ? Non, je pense qu'il y a une nécessité aussi d'avoir une dépense publique qui soit maîtrisée, mais aujourd'hui, on ne peut pas non plus continuer à avoir des prélèvements importants, et donc c'est pour ça qu'il y a une volonté du gouvernement de faire baisser les prélèvements sur les Français. L'opposition de gauche dit que c'est un budget pour les riches, que les baisses d'impôts ne profiteront pas aux personnes moins aisées, puisqu'elles ne payent pas notamment la taxe d'habitation. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est un budget pour les riches ? Je pense que la taxe d'habitation, c'est pas seulement pour les plus modestes, c'est surtout pour les classes moyennes. Et moi, je pense, moi, je vois dans ma ville, où je peux vous dire que la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation va profiter au pouvoir d'achat des classes moyennes. C'est 17 millions aussi de personnes qui vont avoir 5 milliards d'impôts en moins. Donc, je pense que ça ne touche pas seulement les plus riches, et heureusement, et je pense que c'est aussi une nécessité de baisser les prélèvements des Français. Un mot sur les collectivités aussi, puisqu'elles ont été, il en a été question bien sûr lors de ce budget. Le Sénat qui a repoussé d'1 an la réforme de la fiscalité locale qui vise justement à compenser cette suppression de la taxe d'habitation, disant que cette réforme était peu aboutie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'elle est prête à l'heure actuelle, cette réforme ? Est-ce que vous la soutenez ? Moi, je vous avoue, j'étais très inquiet sur la compensation, parce qu'on sait très bien que quand l'État compense, c'est jamais à l'euro près, et c'est toujours au détriment des collectivités locales et des ressources des collectivités locales. On l'a vu sous Nicolas Sarkozy avec la taxe professionnelle qui n'a jamais été compensée, et ça a été une vraie perte, quasi même 20% sur certaines collectivités locales. Moi, c'est vrai que la taxe d'habitation, autant je la soutenais, la suppression de la taxe d'habitation pour le pouvoir d'achat des Français, et je pense que c'était une bonne chose. Après, il y avait une inquiétude sur comment est-ce qu'on compense et comment est-ce qu'on garde une maîtrise des recettes et une autonomie des collectivités locales. Elle est levée, cette inquiétude, aujourd'hui ? Elle est partiellement levée, notamment avec les explications du gouvernement et de Jacqueline Gourault sur le mécanisme avec la taxe foncière et la récupération de la part départementale de la taxe foncière. Aujourd'hui, effectivement, s'il faut décaler encore d'1 an pour avoir une réforme qui rassure aussi les élus locaux. Je pense que... Donc là-dessus, vous soutenez le Sénat, il n'a pas eu tort de se mettre en garde. Je ne sais pas, je ne pense que, encore une fois, le gouvernement va faire des annonces. Je pense qu'il y a eu déjà pas mal d'annonces qui ont été faites. Au Congrès des maires, on a aussi rassuré l'ensemble des élus locaux. Donc je ne suis pas sûr que le décalage soit une obligation, mais en tout cas, ce n'est pas un frein pour moi. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Tours, retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Mathieu Le Gall, journaliste à la Nouvelle République. Et Mathieu, vous penchez aujourd'hui sur la question des applications mobiles dans le domaine de la e-santé. Alors, on parle de ces applications qui sont téléchargeables sur nos téléphones et qui nous aident à mieux se soigner. Oui, Oriane, et ces applis sont de plus en plus nombreuses. C'est ce qui a frappé Léa Aubry, journaliste à la Nouvelle République, qui dessine aujourd'hui un panorama des applications en lien avec notre santé. Rappel de traitement, journaux de bord, gestion de la douleur, prévention voire détection des maladies. Certaines de ces applis proposent un accès à des professionnels de santé et certains professionnels de santé ont eux-mêmes participé à l'élaboration de ces applis. C'est le cas d'Efficasme, par exemple, une appli qui a été créée par des pédiatres de l'hôpital Necker à Paris pour mieux gérer les crises d'asthme des enfants. Bref, on est très très loin des applis bien-être qui comptent nos pas ou nous aident à courir. Et évidemment, Mathieu, on imagine que l'utilisation de ces applications, elle pose des questions sur les données personnelles. Comment s'assurer qu'elles sont protégées ? Oui, parce qu'en renseignant nos profils sur ces applis, on révèle forcément une part sensible, très intime de nous-mêmes. C'est ici qu'interviennent le législateur et le régulateur. Le législateur, il est européen. Pour l'Union européenne, nos données personnelles de santé ont un caractère confidentiel. Leur traitement est interdit, sauf si nous avons donné notre consentement explicite. Vous savez, la petite case qu'on coche sans la lire et sans lire ce qu'il y a derrière. Entre en scène le régulateur, en France, c'est la CNIL. Un de ses rôles est de nous guider. Et sur son site, la CNIL propose une série de questions à se poser avant d'utiliser une appli de santé et de cocher la petite case. Où mes données sont-elles hébergées ? Dans quel pays ? Sont-elles protégées ? L'hébergeur est-il agréé par le ministère de la Santé ? Voilà, donc ça on a compris, ça suscite des questions, ça appelle à la prudence, mais est-ce que néanmoins ces applications, elles sont porteuses d'espoir ? Pour le marché, sans aucun doute. Globalement, la valeur de la santé numérique représentera dans 3 ans 234 milliards de dollars, selon le cabinet d'analyse américain Frost & Sullivan. Mais pour les patients, la clé, c'est sûrement pour ces applis d'e-santé d'intégrer leurs besoins
et de protéger leurs données. Merci beaucoup, merci Mathieu Le Gall d'avoir été en direct avec nous, en direct de Tours. On va voir la une de la Nouvelle République aujourd'hui, consacrée à la réforme des retraites. La mobilisation faiblit, c'est à la une aujourd'hui de votre journal. Merci beaucoup Mathieu et à très vite. On va maintenant regarder votre revue de presse, Xavier Iacovelli, celle du département des Hauts-de-Seine, c'est avec Steve Jourdain. Rebonjour Steve, Rebonjour, à la une Oriane. ce matin dans la presse, la grève des transports qui se poursuit et les Hauts-de-Seine qui s'adaptent. Oui, temps réel 92 qui nous détaille les mesures prises par certaines communes de votre département. Une mesure qui devrait soulager un peu ceux qui ont actuellement des difficultés pour se rendre à leur travail. Eh bien, le stationnement est gratuit dans un certain nombre de communes. Je pense par exemple à Meudon, Vanves ou encore Boulogne-Billancourt. Autre information qui concerne Suresnes, votre ville, Xavier Iacovelli, c'est la lutte contre les locations sur Airbnb. Oui, Suresnes, votre commune, monsieur le sénateur, qui veut limiter les locations sur la plateforme. Selon le Parisien, le conseil municipal a voté l'obligation d'enregistrer les logements touristiques. Eh bien, dès l'année prochaine, les habitants louant leur logement devront s'enregistrer en mairie et ce numéro d'enregistrement devra figurer sur leurs annonces. Il s'agit pour la mairie de lutter contre les sous-locations abusives et de limiter le nombre de locations à 120 nuitées par an. Vous êtes en faveur de cette mesure, monsieur le sénateur ? C'est surtout la loi, donc je trouve que c'est très bien. Et moi, j'ai voté ça en conseil municipal, j'ai voté cette délibération. Donc, effectivement, et puis ça permet aussi à la ville d'avoir des ressources supplémentaires sur la taxe de séjour, puisque aujourd'hui, c'est vrai que même si la plateforme Airbnb collecte depuis 2018 la taxe de séjour pour les collectivités, il y avait toujours peut-être un moyen de les tourner. Donc là, je pense que cette délibération va dans le bon sens et permettra d'avoir des ressources supplémentaires pour l'offre touristique de notre ville. Ça vous inquiète, Airbnb, la multiplication de ces plateformes ? Je pense que c'est un outil économique qui existe de toute façon et donc non, ça ne m'inquiète pas particulièrement, mais je pense qu'il faut le réguler et je pense que la loi Elan permettait justement avec les 120 jours de réguler ces plateformes. Et puis on va bien sûr parler, Steve, des municipales, ça approche. Oui, actu.fr qui revient sur les conséquences du soutien que vous avez reçu par La République En Marche. À 3 mois des municipales, le parti de la majorité est divisé. Tous les marcheurs ne se sont pas ralliés derrière vous. Après 17 ans passés au Parti Socialiste, vous comprenez ces critiques ? Alors tous les marcheurs en fait locaux se sont mis derrière moi. Le parti présidentiel s'est mis derrière moi. Effectivement, ceux qui étaient les 4-5 marcheurs qui étaient proches du candidat Les Républicains et qui étaient venus d'ailleurs à En Marche pour cette investiture sont repartis avec lui en contestant cette décision du parti présidentiel. Après, franchement, c'est un épiphénomène localement et on ne voit pas vraiment l'incidence locale, hormis les gesticulations du candidat LR qui conteste effectivement de ne pas avoir eu l'investiture qu'il avait demandé lui-même. Mais il a préféré reprendre sa carte au LR au mois de juillet dernier pour pouvoir s'assurer du soutien de la majorité sortante. Vous pensez vous avoir réussi à calmer les divisions autour de votre franchement, moi je le candidature ? vois localement, sur le terrain, les marcheurs sont dans mon équipe, ça travaille, ça cogite, et sur le terrain il y a énormément de monde qui nous rejoignent. Encore hier soir j'étais en réunion publique, on avait plus de 150 personnes dans une réunion de quartier, donc c'était très positif, et donc non, moi je pense qu'il y a plus de division locale, il y a eu effectivement quelques soubresauts au départ, mais tout ça s'est calmé. On le rappelait, vous avez passé 17 ans au Parti Socialiste. Est-ce que la mairie de Suresnes valait que vous tourniez la page du Parti Socialiste ? Alors, c'est pas la mairie de Suresnes qui a fait que j'ai tourné la page. Moi, je renie pas mon appartenance à cette famille politique. J'y ai vécu des très beaux moments. J'en étais un des dirigeants. Mais effectivement, j'arrivais à un point où je n'étais plus en phase avec la direction nationale. Et donc, étant moi-même... Qu'est-ce qui n'allait pas ? C'est la ligne du Parti Socialiste ? La ligne du parti, je pense que ça a commencé au moment du Congrès, ça s'est accentué au niveau des européennes. Et puis, cette obligation systématique de ne pas discuter avec le parti présidentiel dans les territoires, alors que nous sommes dans un territoire particulier. On a un territoire où la droite
républicaine est omniprésente. Et donc, on doit construire avec l'ensemble des progressistes des alliances différentes. Et donc, aujourd'hui, il y avait une géométrie variable, des accords à géométrie variable au niveau national, donc qui ne pouvaient plus correspondre. Et puis moi, je pense qu'on arrive au bout de ce que le Parti socialiste pouvait faire. Moi, je suis très attaché aux militants qui y sont encore. J'ai beaucoup d'amis encore qui y sont. C'est vrai que la direction nationale, je ne me reconnais plus dans la direction nationale, mais je ne leur souhaite pas de mal. Mais vous dites qu'on arrive au bout de ce que le Parti socialiste pouvait faire. C'est quoi? On arrive à la fin du Parti socialiste, c'est ça? Je pense que le Parti socialiste doit se reconstruire, doit reconstruire une nouvelle force social-démocrate, progressiste. Et c'est ce que nous, on a essayé, ce qu'on essaye de faire autour de Jean-Yves Le Drian et d'Olivier Dussopt dans Territoire de progrès, ce pôle de gauche de la majorité présidentielle. On essaye de constituer ce pôle social-démocrate assumé, européen, laïque, que peut-être le Parti socialiste n'arrive plus à défendre. Et donc, moi, je souhaite que justement les socialistes et les progressistes puissent nous rejoindre dans cette nouvelle aventure. Et pour les municipales, vous pensez que le Parti socialiste devrait accepter que des candidats socialistes, comme vous l'étiez, aient le soutien de la République En Marche? Moi, je pense. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que le Parti socialiste accepte. Dans un certain nombre de territoires, on accepte, le Parti socialiste accepte que la République En Marche se soutienne. C'est le cas à Clichy, c'est le cas à Romainville. Il y a un certain nombre de communes où le Parti socialiste ferme les yeux, et puis d'autres où elle ne ferme pas les yeux, justement. Vous partirez sous quelle étiquette, vous, à Suresnes? Alors nous, on a un rassemblement assez large avec les écologistes, avec Génération Écologie, avec La République En Marche, avec effectivement des socialistes qui me suivent depuis longtemps, donc beaucoup d'élus. On a aussi des listes citoyennes qui étaient présentes en 2014, opposées à moi en 2014 et qui aujourd'hui sont dans ce rassemblement. Donc aujourd'hui, c'est un large rassemblement qui s'appelle Suresnes pour seule ambition. Et c'est vraiment ce qui nous anime, c'est vraiment notre amour pour notre ville. Vous avez reçu, bien sûr, le soutien de la République En Marche. On l'a dit, est-ce que pour vous, c'est plus un atout qu'un handicap, ce soutien? Moi, je pense que c'est un atout, sinon je ne l'aurais pas demandé. C'est vous qui l'avez demandé? Je l'ai demandé. Je l'ai demandé et je l'ai assumé depuis le début. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que le Parti socialiste a été en conflit avec moi. C'est que moi, j'ai assumé ce que beaucoup font dans les couloirs. Moi, j'ai assumé le fait de vouloir faire un rassemblement progressiste et écologiste. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien sur le terrain. Au Sénat, du coup, vous avez quitté aussi le groupe socialiste ici au Sénat. Vous êtes rattaché à La République En Marche, mais vous n'êtes pas un membre à part entière de ce groupe, la République En Marche. Comment ça s'est passé au Sénat? Est-ce que ça a été facile, là aussi, de quitter ce groupe et de se rattacher à un autre? Alors à partir du moment où je signais la tribune de Territoire de progrès en soutien au gouvernement des élus de gauche, je ne pouvais pas logiquement rester dans le groupe socialiste. Donc j'en ai informé le président Caner, on a eu une discussion. C'est lui qui vous a demandé de partir ou Non, c'est moi. Je lui ai parlé, il ne m'a pas demandé de partir, mais il m'a dit qu'effectivement, ça allait être compliqué de pouvoir rester dans un groupe qui était dans l'opposition au président de la République, alors que moi, je venais de signer d'une tribune qui était en soutien au président de la République. Donc c'était logique que je quitte le groupe socialiste. Après, c'est jamais facile de quitter une famille politique. Moi, je vous dis, ça a été avec beaucoup d'émotion que j'ai quitté le Parti socialiste et que j'ai quitté le groupe socialiste au Sénat. Mais j'ai été très bien accueilli par la République En Marche, par le groupe de la République En Marche au Sénat. Et donc, je m'y sens parfaitement bien. Et merci beaucoup, Xavier Iacovelli. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans 2 minutes. L'invité politique, c'est Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste, ici au Sénat. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Allons plus loin. Hier soir, Rebecca Fitoussi est revenue sur le vote du budget par le Sénat. Voté, mais largement modifié. On va écouter ce qu'en disait le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Il était au micro de Steve Jourdain. Oui, Éric Bocquet, vous rejetez ce qui est présenté par le gouvernement comme un budget gilet jaune, comme un budget tourné vers les plus faibles. Pourquoi ? Écoutez, c'est un budget inscrit dans la droite ligne de ce qui se fait depuis le début de ce quinquennat. En gros, les mesures les plus favorables pour les très riches de ce pays et pas grand-chose ou des miettes pour ceux qui réclament vivre mieux simplement. Ce budget a été présenté fin septembre comme le budget de réponse aux Gilets jaunes, aux soucis de justice sociale. Et quand on a examiné l'ensemble des articles, aucune proposition ne répond à cette préoccupation. Ce budget ne va pas changer la face du monde, ne va pas changer la situation des 400 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté en France en 2018. Dixit l'INSEE.
14,7% de pauvreté dans ce pays, des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 9 millions de personnes. Donc ce budget n'est pas du tout la réponse adaptée à la justice sociale et fiscale tant attendue par nos compatriotes. La grève, la mobilisation sociale, c'est aussi un moyen de faire pression sur la majorité pour justement avoir des concessions, obtenir des concessions de la part de la majorité sur le budget? Oui, c'est un moyen d'action tout à fait légitime, tout à fait souhaitable, parce qu'il faut que les gens se mêlent de leurs affaires pour améliorer la vie du monde et la vie de la société. Encore une fois, une aspiration à la justice. On veut vivre bien quand on travaille avec un salaire qui permet d'échapper à la précarité, aux difficultés, à l'incertitude du lendemain. Et on veut également vivre bien quand on est en retraite, échapper à toutes les vicissitudes de la vie, qui n'est pas toujours simple, et donc il faut que l'État s'engage là-dessus. Donc le combat pour les retraites, c'est aussi un combat pour la justice sociale. C'est un vote pour rien, il y aura des rectificatifs avant le budget final selon vous? C'est jamais un vote pour rien. Vous savez, on vote ici dans l'hémicycle, on va exprimer notre position, mais on essaie aussi de communiquer avec l'extérieur. Les sénateurs du groupe CRCE, communistes, républicains, citoyens, écologistes, ont un pied dedans et un pied dehors. Le Sénat hors les murs. Donc on veut aussi parler à tous ces gens qui manifestent, qui revendiquent le droit légitime de vivre mieux. Donc ici, nous portons leurs revendications et à l'extérieur, nous les soutenons. Et l'invité politique ce matin, c'est Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste ici au Sénat. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Et on commence bien sûr par cette réforme des retraites. Hervé Marseille et Édouard Philippe qui doit s'exprimer en fin de matinée pour clarifier, donner l'architecture de cette réforme. Qu'est-ce que vous attendez du discours d'Édouard Philippe ? Ce que vous venez de dire, qui clarifie, parce qu'on ne comprend rien depuis des semaines qu'on parle de ce sujet. Je pense que le gouvernement avait une ambition qui était pertinente, c'était annoncé d'ailleurs par le président de la République durant sa campagne présidentielle, c'était de dire on va réformer les retraites, parce qu'il faut réformer les retraites. C'est un système qui a besoin d'être régénéré, sinon on ne va pas y arriver. Il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs qui payent. L'allongement de la vie est tel qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un problème de financement. Sauf que l'explication depuis des semaines est confuse, elle est anxiogène. Et le résultat, c'est que le débat est dans la rue. Pourquoi c'est confus? Pourquoi c'est anxiogène? À quel moment c'est parti en capitalotade, cette histoire? Parce qu'il y a eu des expressions extrêmement contradictoires, diverses, de la part... Au sein même du gouvernement? Oui, du gouvernement, du président de la République lui-même. Donc, à un moment donné, chacun s'est dit, mais qu'est-ce que ma retraite va devenir ? Est-ce que pour vous, ça veut dire que finalement, au moment où tout ça est mis sur la table, personne ne sait, eux-mêmes ne savent pas ce que sera cette future réforme? Écoutez, on le saura, j'espère, tout à l'heure, enfin, au moins en grande partie. Mais en tout cas, pour vous, c'est la méthode du gouvernement qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue? Oui, plus que ça encore. Pour la suite, c'est même... on a un problème institutionnel dans ce pays. Je veux dire, on a un président de la République qui, j'allais dire, a tous les pouvoirs, et de plus en plus, c'est pas nouveau, mais ça a empiré depuis des années. Nicolas Sarkozy disait du Premier ministre, c'est mon collaborateur. Et quant à François Hollande, quand il signe ses papiers dans les supermarchés, il dit au fait, j'avais un Premier ministre, mais le mieux, c'est qu'il n'y en ait plus. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a un gouvernement qui ne gouverne plus, un Parlement dont les députés en particulier sont élus en même temps que le président, qui a vocation à ratifier, des syndicats qui sont pusillanimes, des partis qui sont en capilotade. Donc le débat est dans la rue. Il y a un président et la rue. Justement, puisque vous parlez des institutions, Édouard Philippe va s'exprimer devant le Conseil économique, social et environnemental. Oui. Est-ce que ce discours, il aurait dû le tenir devant le Parlement, selon vous? Oui, non, mais c'est bien. Le Conseil économique, social, et il a vocation à être mis en évidence. D'ailleurs, dans les propos institutionnels, depuis plusieurs mois, il y a une volonté d'essayer de dynamiser le Conseil économique, social, qui est la troisième chambre dans la Constitution. Donc, si elle doit servir à quelque chose, c'est bien. Est-ce qu'il peut encore rectifier le tir de par son discours d'aujourd'hui, ce midi, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Non, il peut rectifier le tir. Alors, mais en disant quoi? Qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Encore une fois, il doit dire des choses qui clarifient. C'est quoi la réforme? Parce qu'on a voulu faire... Et sur le fond, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce discours? Sur le fond, qu'est-ce qu'il doit dire? Réforme de la retraite, du système de retraite, oui. Système à points, les centristes ont toujours été pour. Oui. À partir de là, il y avait une autre réforme dans la réforme. Ce sont les économies à réaliser
pour partir, j'allais dire, sur une base zéro. Alors ça fait beaucoup, faire une réforme des retraites et en même temps chercher des économies. Déjà, j'ai l'impression que les économies attendront. Alors c'est peut-être regrettable, diront certains, mais déjà, c'est un premier point. Ensuite, comment on organise cette retraite à point qui est plus juste, qui est plus équilibré. Là, les détails comptent, et notamment les régimes spéciaux, et on voit bien qu'aujourd'hui, le milieu des transports est très mobilisé. Ce sont des fiefs syndicalistes, CGT, et je pense que le gouvernement, stratégiquement, va essayer de coller à la CFDT, à l'UNSA et à FO, et à partir de là, isoler la CGT, en disant système à point, en même temps la parité, en même temps pas d'économie pour l'instant, et en même temps quelque chose qui va vers la prise en compte de la pénibilité. À partir du moment où le gouvernement va pouvoir renouer le dialogue avec la CFDT, avec FO et avec l'UNSA, le système va retrouver de l'oxygène. La pénibilité, on voit bien que c'est un point clé de cette histoire. Oui. Mais si on se dit que finalement, il faut tenir compte des différents modes de pénibilité, des situations différentes, est-ce qu'on ne risque pas finalement de créer un régime universel dans lequel on aurait 42 exceptions, c'est-à-dire 42 régimes spéciaux, et finalement, on rate l'objectif initial? Enfin, j'imagine qu'on ne va pas tout apprendre tout à l'heure. On va avoir des points de référence. Alors, le Premier ministre a dit hier qu'il n'y aurait pas de discours, de grandes annonces ou de pensées magiques qui permettraient de régler le problème d'un coup et d'un seul. Je pense que ce que doit faire le gouvernement, c'est déjà de clarifier, d'aller vers l'essentiel, de marquer des points de convergence et des points, j'allais dire, visibles sur la réforme, et puis à partir de là, recommencer à dialoguer. Je pense par exemple qu'on aura une loi cadre, puisque le gouvernement s'était engagé j'allais dire, à déposer un texte sur les retraites avant l'été prochain. On ne va pas pouvoir tout faire, donc ça sera une loi cadre, et à l'intérieur avec des ordonnances où il y aura vraisemblablement une discussion sur 1 ou 2 ans pour aller vers les discussions point par point. Ça veut dire qu'il y aura toujours des régimes spéciaux. Vous parlez de ces mesures d'économie, vous dites pour faire plaisir à la CFDT, il n'y aura pas de mesures d'économie, c'est vrai que c'est ce que demande la CFDT. Est-ce que vous soutiendrez le fait qu'il n'y ait pas de mesures budgétaires, pas de mesures d'économie ? Oui, on ne peut pas tout faire à la fois, encore une fois. Et je veux dire, si on veut changer le système, nous sommes favorables au système à points, mais pas à n'importe quel prix. Il faut voir quel est le contenu. Il faut renouer le dialogue. Il a fallu quand même qu'il y ait toutes ces grèves pour qu'il y ait un vrai engagement, un vrai débat entre le gouvernement, entre l'exécutif et les syndicats. C'est pas normal, j'en reviens à la méthode. Je veux dire, on est dans un système institutionnel qui est bloqué et où il y a un exécutif fort et où le dialogue se fait avec la rue. Normalement, le dialogue, il se fait avec les syndicats, il se fait avec le Parlement, il ne se fait pas sous les fenêtres en fonction de l'intensité et des vociférations de la foule. Mais il ne se fait pas uniquement avec la rue. Est-ce que c'est pas aussi, cette séquence, c'est pas aussi l'occasion de voir les syndicats reprendre un peu du poil de la bête ? Ça les remet en selle, quelque part. C'est souhaitable. On revient sur les corps intermédiaires qui ont été trop négligés pendant la première partie du quinquennat et qui se rappellent au bon souvenir de l'exécutif. Est-ce qu'il peut y avoir un effet similaire pour les partis d'opposition, les oppositions à la majorité présidentielle ? Oui, c'est pas seulement l'opposition, parce que je suis pas sûr que la majorité ait les vocations, pour l'instant, à dire beaucoup de choses. Elle est consultée, où on lui dit voilà les arbitrages. C'est pas vraiment un dialogue. Ce qu'il faudrait quand même, c'est que le Parlement, comme son nom l'indique, puisse parler, s'exprimer, dialoguer, que les gens voient qu'il y a des thèses, des antithèses, qu'il y a un débat qui s'enrichisse. C'est au Parlement que ça doit se passer, c'est pas dans la rue. On apprend les choses, pardon, vous êtes journaliste, mais plutôt sur les chaînes d'information ou dans la presse que au Parlement. Il faut que le dialogue soit renoué avec les syndicats, avec le Parlement. C'est le problème institutionnel. Un mot sur cette phrase de Jean-Paul Delevoye qui était citée par le Figaro ce week-end et dans laquelle il mêlait les régimes spéciaux et les régimes parlementaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait de mêler les deux et d'amalgamer les deux ? Ça aurait été... pour une fois, on aurait échappé au sujet. Je veux dire, nous, on a régénéré notre régime depuis déjà longtemps ici au Sénat. Je crois que l'Assemblée l'a fait aussi, d'ailleurs à un niveau qui devient même préoccupant pour les députés. Oui, parce qu'ils sont passés au régime général. Ah oui, là, je veux dire, franchement, on ne peut pas dire que ça soit très intéressant aujourd'hui. Alors, vous le disiez, le Sénat a déjà touché à son régime. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles annonces ? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles choses qui sont... C'est un régime qui est tout à fait transparent,
tout est consultable sur le site du Sénat et en fonction des réformes annoncées, évidemment, le Sénat en tiendra compte. Donc rien de nouveau. Il y a un bureau du Sénat demain, par exemple. Il n'y aura pas d'annonce sur la retraite des sénateurs qui sont prévus dans les jours à venir. Je n'appartiens pas au bureau du Sénat, donc je ne sais pas quel est l'ordre du jour. Mais bon, pas d'annonce prévue. On va passer au budget. On va continuer à parler du Sénat. Le Sénat qui a voté le budget 2020 hier, mais en le modifiant. Alors, l'une des principales mesures de ce budget, c'est une baisse d'impôt de 5 milliards sur le revenu pour les ménages. Est-ce que vous dites que c'est un bon budget pour le pouvoir d'achat ? En tous les cas, c'est un budget qui correspond à ce qu'on avait toujours demandé. C'est-à-dire, quand les choses sont là, il faut le dire. Je veux dire, il y a des baisses d'impôts. La droite et le centre ont passé leur temps pendant des années à dire il faut moins d'impôts, moins de charges sur les particuliers. C'est le cas. Sur les entreprises, c'est le cas. Il y a une clarification, moins de niches. Alors, est-ce que c'est parfait ? Non. Rien n'est jamais parfait. Il n'y a pas beaucoup d'économies. Mais je n'ai pas beaucoup vu non plus de propositions d'économie. Parce que si aujourd'hui, déjà, il y a des difficultés budgétaires, c'est aussi parce que l'an dernier, on a voté, à la même époque, souvenez-vous, environ 12 à 15 milliards de dépenses, parce qu'il y avait les gilets jaunes et parce que, si on essaie de se remémorer cette période, personne n'emmenait large. Personne n'emmenait large. Il y avait une situation dans le pays qui a amené le président de la République à proposer des dépenses fortes sur le plan social en fin d'année. Et on a voté à l'Assemblée comme au Sénat, en quelques jours seulement, 12 à 15 milliards de dépenses. Alors que le shutdown aux États-Unis, c'était pour 5 milliards. Donc, on paye un peu ça. Donc vous dites quoi ? C'est difficile de faire des économies et de demander des mesures d'économie dans le contexte actuel ? Il faut les rechercher, mais j'allais dire, tout le monde réclame plus de policiers, plus d'infirmiers, plus de médecins, plus de soldats au Mali, sans compter ces dépenses qui ont déjà été faites. L'exercice est un peu compliqué. Alors, je ne suis pas l'avocat du ministère du Budget, mais enfin, il faut reconnaître que le budget, depuis ces dernières années, c'est un des moins mauvais qu'on ait eu. Juste un petit écart. Vous dites personne n'emmenait large l'année dernière à Paris-Évoque. Oui. Est-ce que vous sentez la même fébrilité cette année avec le contexte social ou pas du tout ? Ça n'a vraiment rien à voir. Entre vous, dans le... L'année dernière, il y avait quelque chose de nouveau qu'on ne comprenait pas bien, qui surgissait autour des ronds-points. Et là, on est dans quelque chose de plus classique, entre guillemets ? Là, on a l'impression qu'il y a une espèce de revanche de certains syndicats, le CGT en particulier, qui avait déjà été très éprouvé par la loi El Khomri, qui avait été éprouvé par les textes du début du quinquennat de M. Macron avec la réforme du travail, avec la réforme de la SNCF. Cet après-midi, moi, j'ouvrirai un débat sur l'énergie. On va en parler. Je vais parler de la partition chez EDF. Donc, il y a une espèce de sursaut de certains syndicats qui disent le moment est venu de se faire entendre, parce que la base est dépassée. On va en parler de l'énergie, mais d'abord un mot sur la commission mixte paritaire, sur la loi Lecornu. C'est la commission mixte paritaire, c'est députés et sénateurs qui doivent se mettre d'accord sur un texte commun sur cette loi Lecornu, engagement et proximité, qui visait à répondre finalement au malaise des maires. Est-ce que pour vous, il y a le risque d'un rendez-vous manqué, comme le dit l'Association des maires de France ? Écoutez, les informations que j'ai eues hier soir étaient plutôt positives et dans le sens d'une CMP conclusive, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a des points importants dans ce texte que le Sénat a été amené à amener. Et donc, ça serait bien que, évidemment, pour les prochaines municipales, les élus locaux puissent en profiter. Alors, il y a toujours 2 ou 3 petits sujets qui traînent. Il y avait le problème de l'indemnité des petits élus. Il faut voir que 52% des communes dans ce pays, sur les 36 000, ont moins de 500 habitants. Donc, c'est important de s'occuper des petites mairies où les vocations deviennent rares. Il y a eu le problème de la parité. Est-ce qu'il faut privilégier la parité, c'est-à-dire avoir des listes paritaires, y compris dans des petites communes à 300 ou 400 habitants, au risque de ne pas avoir de pluralité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule liste, parce que trouver des candidats hommes et femmes pour faire une liste, c'est pas facile dans des petites communes. Et donc, parité, pluralité, qu'est-ce qu'il faut privilégier ?
Vous parlez d'une CMP qui pourrait être conclusive. Le Sénat s'était emparé de ce projet de loi le premier. Il avait beaucoup travaillé, énormément enrichi. On était passé, je veux dire peut-être une bêtise, mais on était passé d'une trentaine d'articles à plus de 130. Il y avait vraiment eu des apports très forts. Est-ce que l'Assemblée a redétricoté tout ça, ou est-ce que s'il y a possibilité de CMP conclusive, c'est que finalement sur l'essentiel, vous pensez que le travail du Sénat a été respecté sur cette loi ? C'est quand même la Chambre des territoires. Vous avez été écouté, du coup. Je ne vais pas dire qu'on connaît le sujet mieux que l'Assemblée, je n'aurais pas cette prétention. En revanche, c'est vrai qu'il y a une connaissance peut-être et une expérience plus fine au Sénat qu'à l'Assemblée sur ces sujets concernant l'eau et l'assainissement, concernant les intercommunalités. Ce sont des mécaniques très fines et... parfois avec des débats très techniques. Très techniques, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans ce débat. En revanche, c'est sûr que le Sénat a une expertise plus forte et qu'il a marqué de son empreinte le texte. Et je pense qu'on va pouvoir conclure, ça veut dire qu'on a trouvé des points de compromis. Dans le même ordre d'esprit, vous avez la loi anti-gaspillage que le Sénat a étudiée en première lecture et qui est à l'Assemblée en ce moment. Est-ce que vous suivez les débats de l'Assemblée sur le sujet ? Est-ce que, la même question, est-ce que vous pensez que les députés vont détricoter ou refaire ce que vous avez fait au Sénat ? Écoutez, on va regarder. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a de vifs débats au sein de la majorité. Notamment sur la question de la consigne. Voilà. Je veux dire, la consigne, c'est assez séduisant parce que tout le monde pense à son enfance, aux bouteilles qu'on ramenait chez l'épicier, étoilées. Le problème, c'est que c'est plus ça aujourd'hui. Le problème, c'est que si on fait la consigne maintenant, comme le voulait Madame Poirson, on va mettre en difficulté tous les syndicats qui gèrent le traitement des déchets dans les grandes agglomérations comme en province. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'y est opposé dans la forme présentée au Sénat. Et pour vous, il faut repousser cette mise en place de la consigne, sinon ça met les maires en danger ? Le président de la République, au moment du congrès des maires, a dit qu'il veillerait à ce que ça ne se fasse pas. C'est qu'il a eu conscience de la difficulté. Alors, la loi anti-gaspillage est beaucoup plus large que la seule consigne. On parle beaucoup de la consigne, mais il n'y a pas que ça. Oui. Il y a eu avant-hier, je crois, tout un débat sur les emballages plastiques avec leur interdiction, mais d'ici 40 ans. Ce que certaines personnes ne comprennent pas en se disant qu'au regard de l'urgence écologique, pourquoi attendre aussi longtemps pour interdire, par exemple, les plastiques à usage unique ? C'est vrai, ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années. Il faut toujours trouver le compromis entre les impératifs industriels. Regardez le glyphosate, c'est un peu la même chose. C'est comment on fait pour interdire, parce qu'il faut interdire, mais en même temps laisser les industriels se recycler et les utilisateurs trouver des solutions alternatives. Donc 40 ans, c'est peut-être beaucoup, il faut peut-être revenir à 20 ans ou à 25 ans. Et dans vos débats, à l'Assemblée, au Sénat, les industriels sont toujours très représentés. Vous êtes sollicités par des lobbies, etc., oui, des groupes de pression qui veulent faire valoir leurs intérêts ? Ils défendent des intérêts, c'est normal, ils sont là. C'est pas illogique. Pas illogique. En même temps, c'est aux parlementaires de se faire une opinion en fonction de ce qu'ils entendent des uns et des autres. Parce que des lobbies, il y en a qui défendent des intérêts très contradictoires. Le rôle du parlementaire, c'est d'écouter, c'est de comprendre et puis de se faire une opinion. Allez, on va parler du débat qui aura lieu cet après-midi dans l'hémicycle à la demande de votre groupe. C'est un débat qui s'intitule « Quelle politique énergétique pour la France ? Quelle place pour EDF ?» Pourquoi vous avez voulu ce débat ? Parce que là encore, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'y comprend plus rien. Alors il faut dire que M. Hollande et Mme Royal avaient mis quand même beaucoup de bazar dans la politique énergétique. On ferme Fessenheim, on ferme plus, on attend, on veut 50% d'énergie alternative, éolien, solaire, à horizon, on ne sait plus quand. Bon, aujourd'hui, c'est pareil. On a le bras armé de la politique énergétique en France qui s'appelle EDF, qui a environ 35 à 40 milliards de dettes, d'argent public, parce que c'est une société publique, EDF. En tous les cas, à direction publique et à capitaux publics. On perd tout ce qu'on veut à Flamanville. Quand on lit les journaux, tous les 3 mois, on nous dit tiens, encore 1 milliard, il y a un point de soudure qui saute. Ah, il y a une Hinkley Point en Angleterre, belle affaire, on perd 2 milliards. Donc, on ne sait pas trop où en sont ces sujets. Fessenheim, ça ferme pas, on voit des informations ici ou là. Solution énergie alternative, quel horizon, quel type d'énergie. Et puis en même temps, on nous dit, présidence d'EDF, on va construire 6 EPR.
Ah bon? Et Madame Borne, le lendemain matin, dit non, mais c'est pas à lui de le dire, c'est à l'État de décider. On va revoir tout ça. Donc on fait quoi? Et dans le même temps, il y a les retraites, et le président d'EDF dit bon, alors pour EDF, on va faire une partition de la maison EDF, l'atome d'un côté, les autres activités de l'autre. On en est où? On fait quoi? Avec qui? Comment? Dans quel délai? Donc, notre débat, c'est de dire un peu de clarté et que le gouvernement nous dise ce qu'il fait d'EDF. Est-ce que la maison EDF, elle a vocation à connaître une réorganisation, une partition, ce qui est un peu compliqué au moment où on parle des retraites. On en est où de la dette? Tous les ans, d'ailleurs, les tarifs augmentent de 6%, en général au mois de juillet. Donc, est-ce que ça va continuer encore longtemps? Comment tout ça fonctionne? Et c'est quoi l'alternative? Et ce sont quoi les délais? Donc, si je vous comprends bien, votre but, c'est d'obliger le gouvernement à clarifier ses positions et à clarifier ce débat qui ne l'est pas du tout pour vous. Je viens de vous dire que voilà, on ne sait pas où on va, comment on y va et à qui on y va. Bruno Le Maire disait il y a quelques semaines, le nucléaire, c'est un État dans l'État. Vous êtes d'accord? Enfin, c'est un État dans l'État, oui, depuis que le général de Gaulle a fait en sorte qu'on ait une énergie peu chère. Aujourd'hui, on a un coût de l'énergie grâce à l'atome qui est un des plus bas en Europe. C'est un des atouts industriels rares que nous avons. 42 euros le kilowatt. Donc moi, je veux bien qu'on passe à l'éolien et au solaire, mais regardez les Allemands, ils font rien d'écologique, ils sont revenus au charbon et tout ça coûte très cher. Dernière question, Stéphane. Dernière question. Alors, vous disiez les retraites sur la réforme, on n'y comprend plus rien. Il y a un autre sujet sur lequel on ne comprend plus rien, c'est le Brexit. Est-ce que vous avez un œil tourné vers le Royaume-Uni qui votera demain? Oui, on est attentif à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Justement, demain matin, quand on lira les dépêches, on va regarder ça, parce que on en viendrait presque à oublier ce qui se passe là-bas. Et c'est extrêmement important pour l'Europe, parce que tous les grands sujets dont on parle, sur le plan social, regardez nos soldats disparus au Mali il y a quelques jours. Les Anglais étaient les seuls à nous aider là-bas en Afrique contre le terrorisme. Donc l'Europe aujourd'hui, elle reste une énigme et un point d'interrogation, et il faut vraiment qu'elle se renforce sur tous ces sujets. Et on verra donc demain ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup Hervé Marseille. Merci Stéphane. Demain à votre place, Hervé Marseille, ce sera le président du Sénat, Gérard Larcher, qui sera avec nous. Respect. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons bien sûr de la réforme des retraites. On connaîtra les détails en fin de matinée et c'est Édouard Philippe qui va les donner. On parlera d'une autre mobilisation, celle des sapeurs-pompiers. Conditions de travail difficiles, manque d'équipement, des violences récurrentes. Le Sénat va faire des propositions à ce sujet aujourd'hui. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, c'est l'heure de notre reportage en région. Toute la semaine, nous sommes dans Lyon pour parler écologie, environnement à l'heure de la COP25. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la filière bois et à ce débat entre, d'un côté, ceux qui dénoncent l'exploitation des ressources et du poumon vert qu'est la forêt, et de l'autre, les industriels de cette filière. Quentin Calmet et Romane Boudier se sont rendus du côté du parc naturel régional du Morvan, où chaque parcelle de forêt fait l'objet d'un bras de fer. On regarde. Dans le parc naturel régional du Morvan, l'exploitation des forêts fait polémique. Le bras de fer oppose les propriétaires privés de ces forêts aux militants écologistes. Au cœur de leur affrontement, il y a les coupes rases, ces parcelles entièrement abattues d'une seule traite et qui scandalisent les écologistes. Bonjour Régis Lindeperg. Bonjour. Alors c'est votre association notamment qui s'appelle SOS Forêt Bourgogne qui milite contre les coupes rases. C'est quoi le problème de ces coupes rases ?
Les coupes rases, elles fonctionnent avec la culture industrielle du Douglas. Et cette technique de coupe fait qu'on laboure les sols en piétinant avec les engins, on laboure, on tasse les sols, on les découvre, ils sont sujets à l'érosion, etc. Et du coup, c'est très mauvais à la fois pour la biodiversité forestière et pour le stockage du carbone dans le sol. C'est ça, on les voit, ces Douglas, ils sont ici au premier plan. Et de plus en plus, la forêt du Morvan, c'est du Douglas et de moins en moins des forêts typiques qu'on avait avant. Voilà, qu'on soit bien clair, on n'est pas contre couper des arbres. Le problème, c'est cette technique-là qui est très industrielle, alors qu'il y a d'autres techniques beaucoup plus douces qui permettent à la fois de prélever du bois et de préserver la qualité de la biodiversité, de préserver le carbone dans le sol. En résumé, plus une forêt va être ancienne et moins on intervient de façon brutale dedans, plus elle va stocker du carbone en fait. Bonjour. Alors Victor Schanwinkel, vous êtes technicien forestier et vous travaillez pour la coopérative des propriétaires privés de la forêt, notamment la forêt du Morvan où on se trouve. C'est vous qui apportez l'expertise sur les parcelles comme ici. Voilà, exactement. À la base, on est gestionnaire forestier. Donc ici, vous êtes sur une propriété du Morvan qui est à peu près de 250 hectares. Et on gère pour le compte du propriétaire les éclaircies, les plantations, les améliorations. Là, on voit, il y a une coupe franche, c'est-à-dire que sur toute une parcelle, il n'y a plus un arbre. Oui. Les gens ils peuvent se dire c'est très violent comme façon de fonctionner. Vous dites non, c'est normal et c'est une bonne façon d'exploiter la forêt? C'est tout à fait normal. Ici, on était sur une parcelle qui était improductive, on était sur des mauvais taillis, donc qui captaient très peu de carbone. Et avec le propriétaire, on a décidé, donc en lien avec le document de gestion, de procéder à cette coupe rase pour reboiser à la fois en chêne sessile, en hêtre et en Douglas. La question des coupes rases, elle mobilise aussi les élus locaux du parc naturel régional du Morvan. Ils aimeraient davantage les encadrer, voire être consultés. Il va être question aujourd'hui lors d'une réunion. Toutes ces expertises juridiques nous amènent à des conclusions, c'est qu'il faut faire bouger la loi. Et je pense que ça ne nous aurait pas échappé, c'est un sujet qui est très... moi, j'ai jamais vu ce sujet autant émerger sur la scène médiatique. Alors Sylvain Mathieu, c'est vous le président du parc. On a vu, vous avez essayé d'imposer une consultation des élus locaux en cas de coupe rase, c'est ça? En fait, ce qu'on a demandé à travers la future charte du parc, effectivement, c'est qu'on puisse avoir notre mot à dire sur la régulation des coupes rases. Nous pensions qu'il était possible de réguler ces coupes rases à droit constant, c'est-à-dire sans modifier les lois existantes. La conclusion de cette affaire et de cette espèce de bras de fer et je dirais de débat juridique entre l'État et nous qui dure depuis un an, c'est qu'à droit constant, ça ne semble pas possible. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut modifier la loi. Faut-il exploiter nos forêts? Faut-il les sanctuariser? Les élus locaux se retrouvent au milieu de cette guerre du bois, mais le législateur, les parlementaires pourraient être amenés bientôt à se prononcer et à légiférer pour encadrer les coupes rases. Voilà pour ce reportage de Quentin Calmet et Romane Boudier. Le dernier épisode, ce sera demain à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Merci messieurs. Bonjour d'être avec nous. Bonjour Stéphane, bonjour Xavier, bonjour Jean-Philippe de Rosier. Et rebonjour Steve. Bonjour. Un mot sur ce reportage peut-être avec vous Xavier Brivet sur cette filière bois. On voit d'un côté ceux qui défendent la forêt, le poumon vert et ce n'est pas forcément incompatible comme on le voit dans le reportage, ces industriels de la filière bois et au milieu il y a les élus. Oui, il y a les élus, 18 000 communes forestières en France, un partenariat étroit avec l'Office national des forêts pour l'entretien, la valorisation, la protection de tous ces massifs. Avec plusieurs enjeux, l'enjeu économique, la filière du bois, les coupes, les ventes pour ces communes forestières qui sont des apports importants sur le plan budgétaire, mais aussi depuis l'été dernier un énorme enjeu de lutte contre la sécheresse et de replantation, de choix de bonnes essences, car aujourd'hui il y a un vrai problème, une vraie menace sur la forêt française. C'est aussi concilier le développement du tourisme, la pratique sportive avec les pratiques économiques, et les élus sont au carrefour de tous ces enjeux entre l'État qui les aide à protéger, la filière bois qui doit faire le business, de toute façon, eux qui doivent préserver leur économie, l'ensemble des pratiques sportives, environnementales, touristiques, les randonnées, c'est concilier un peu tous ces usages avec aussi un enjeu qui est désormais le gibier qui cause de plus en plus de problèmes dans ces forêts, sangliers, cervidés, et
on voit bien que les élus doivent régler, notamment ceux des communes forestières, beaucoup de soucis et concilier toutes les pratiques et tous les enjeux. Voilà, et on le voit, c'est pas si simple. On va continuer à parler écologie. On va se rendre dans une rédaction locale comme tous les jours. On va aller à Montpellier retrouver Olivier Biscay. On va y aller dans quelques instants. Retrouver Olivier Biscay. Peut-être un mot, Xavier. Vous le disiez justement, ces élus, ils se retrouvent du coup dans une situation compliquée. Oui, ils se trouvent dans une situation compliquée. On connaît leur budget extrêmement tendu. On sait que l'État a certes fait stagner leur dotation, plus baisser, mais on voit bien que notamment pour les communes forestières, la ressource en bois est essentielle et elle a été amputée depuis l'été dernier. Et il y a une grosse inquiétude des élus de ces communes forestières parce que normalement en fin d'année, ils devraient pouvoir vendre toutes les coupes. Or, beaucoup de bois sont abîmés, dévalorisés. Il va y avoir une perte financière pour ces communes. Et l'association des maires des communes forestières demande d'ores et déjà à l'État une aide financière pour résorber ce déficit. Allez, on continuera peut-être à parler d'écologie tout à l'heure, si on retrouve Olivier Biscay. On va passer à l'autre sujet de ce club, bien sûr, cette réforme des retraites. Va-t-on assister à un tournant dans la bataille sur la réforme des retraites? C'est en fin de matinée qu'Édouard Philippe va détailler la réforme, mais il a déjà prévenu, il ne croit pas aux annonces magiques qui puissent faire cesser les manifestations. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, c'est qui tout double pour Édouard Philippe? Ce qui est surprenant, c'est le discours, les propos qu'il a tenus hier en disant qu'il n'y aurait pas d'annonce magique. Donc finalement, on se demande à quoi va servir le discours de ce midi. Qu'il n'y croyait pas, peut-être qu'il est lucide sur le fait que finalement son discours n'arrêtera pas la mobilisation, en tout cas pas tout de suite, non? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a besoin de clarification, il y a besoin en fait, ce qu'on attend tous depuis un bon moment, c'est d'avoir les éléments posés sur la table. Il aurait probablement fallu les mettre plus tôt en œuvre, parce que là aujourd'hui vous avez une mobilisation dans la rue sur des bases qui sont très mobiles. Personne ne sait finalement ce qu'il y aura dans cette réforme. Donc ce qu'on attend, c'est les grandes lignes, c'est l'essentiel, c'est le projet du gouvernement qui arrive beaucoup plus tôt en réalité que ce qui a été annoncé à plusieurs reprises, puisqu'on parlait de ces clarifications plutôt pour le mois de janvier. Là elles interviennent juste à la fin de la concertation. Faut voir ce qui va être mis en œuvre, ce qui va être proposé. Et la question, c'est effectivement, est-ce que c'est pas trop tard? C'est-à-dire que le degré aussi de mobilisation, de colère, outrepasse en partie la thématique de la retraite elle-même. Donc on se dit que finalement, quel que soit ce qui peut être proposé par Édouard Philippe et porté par son gouvernement aujourd'hui, et pas forcément ne calmera pas tout. Alors en même temps, et peut-être pour terminer là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a eu une dynamique, un déclenchement très fort du mouvement et que la dynamique est assez difficile à lire. C'est-à-dire que la mobilisation hier était plus faible que la semaine dernière. Est-ce qu'on est sur une tendance, est-ce qu'on est sur quelque chose qui a démarré très fort et qui va avoir plutôt tendance à se calmer, ou est-ce qu'on est dans une espèce de mouvement qui va être en dents de scie? Ça dépendra aussi de ce que le Premier ministre va annoncer aujourd'hui. Jean-Philippe de Rosier. Oui, juste pour ajouter que il y a une protestation sociale assez généralisée depuis bientôt 2 ans. Ça a débuté environ aux alentours du début d'année 2018. Là, les retraites, c'est un sujet majeur du quinquennat, mais ça devient aussi un prétexte pour justement mobiliser et poursuivre la protestation sociale. Je ne dis pas que c'est simplement un prétexte, parce que évidemment que les personnes qui sont mobilisées dans la rue songent et se battent pour les retraites, mais en même temps se battent contre la politique libérale du gouvernement qui est menée actuellement. Et le gouvernement a déjà dû céder, comme vous l'avez très justement dit, en avançant son calendrier. Et il le fait, pourquoi? Parce qu'il a vu qu'effectivement la mobilisation était de plus en plus forte et qu'il fallait lâcher un petit peu de lest. Comme il ne veut pas trop lâcher sur le fond de la réforme, il joue sur le calendrier, qui sont des aspects purement formels, en annonçant dès aujourd'hui ce qui va se poursuivre. Après, est-ce que c'est un effet d'annonce hier d'Édouard Philippe de dire « Oh là là, ne vous attendez à rien » pour aujourd'hui finalement dire voilà ce que vous avez, et donc finalement ils vont se contenter? Ça peut être une stratégie. Je ne suis pas sûr qu'elle porte ses fruits, parce que comme il y a justement une protestation sociale très profonde depuis bientôt 2 ans, le mouvement veut continuer. Est-ce que ça va marcher? Ça va dépendre, on le saura jeudi en réalité, parce qu'il y a eu jeudi dernier une première mobilisation très forte qui a bien démarré. Hier, c'était censé être encore plus fort, puisqu'il y avait davantage de catégories professionnelles, de professions qui étaient représentées. Ça devait continuer. Ça a un petit peu baissé. Est-ce que c'est l'œil du cyclone et la tempête
tempête va repartir? Est-ce que c'est la tempête qui se termine? Ça, il faut attendre au moins 24 heures pour le savoir. Xavier Brivet. Oui, il faut que le gouvernement abatte ses cartes. Alors, on lui a reproché dans la première partie du quinquennat, Emmanuel Macron, de ne pas concerter. Et puis, il y a eu la crise des Gilets jaunes et ce très grand débat. Et c'est comme si là, le gouvernement avait trop concerté. Cette fois, voilà, ça fait des mois et des mois qu'on discute. Il y a un haut commissaire. Tout le monde partage les objectifs de cette réforme. Tout le monde en connaît la nécessité. Mais le gouvernement a concerté. Et puis pour finalement ne pas sortir un texte. Donc, inquiétude, angoisse. Qu'est-ce qui se cache derrière cette réforme? Parallèlement à ça, les mesures annoncées par le gouvernement pour résoudre la crise des Gilets jaunes n'ont pas tout résolu. Loin s'en faut. Donc une conjonction, une coagulation, en plus, toute profession confondue, de mécontentement. Et du coup, une attente peut-être disproportionnée par rapport aux annonces qui vont être faites aujourd'hui. Et donc le gouvernement, là, a peut-être voulu trop bien faire en concertant trop longtemps et en ne présentant pas un projet de texte clair, lisible, d'ores et déjà. Donc l'attente est grande. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle soit satisfaite. Vous êtes d'accord, Stéphane? Trop de concertation, à un moment, il faut trancher, il faut présenter un texte? C'est-à-dire que, encore une fois, il aurait probablement mieux valu le présenter beaucoup plus tôt, en amont. Ça vient tard. Et puis alors, il y a un autre aspect des choses, c'est que c'est Hervé Marseille qui parlait de revanche tout à l'heure, et je pense que c'est très vrai. Il y a aussi cette dimension-là. Vous évoquiez le fait que la contestation, elle monte contre l'ensemble du gouvernement et des politiques qui sont conduites depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été accouchées au forceps, avec les ordonnances, il y a des choses, notamment sur la réforme du statut de la SNCF. Il y a eu une mobilisation forte qui n'a pas porté ses fruits. Le gouvernement a réussi à faire passer un certain nombre de choses. Et donc vous avez aussi tout un pan de la contestation qui est motivé par des gens qui veulent prendre une revanche et qui du coup finalement écoutent assez peu ou se préoccupent assez peu de ce qu'il y a et de ce qu'il y aura ou de ce qu'il n'y aura pas dans la réforme. Et c'est aussi une séquence, c'est aussi un moment qui permet aux syndicats qui ont été ignorés, un peu mis de côté, de reprendre du poil de la bête, de se remettre en selle, de se remettre sur le devant de la scène. Et pour eux, l'enjeu est très fort, notamment au sein de la CGT. C'est-à-dire que je pense que Philippe Martinez, il joue très très gros dans cette histoire. C'est le moment où il a intérêt, où il faut pour lui, pour sa situation personnelle, j'ai envie de dire, que ça aboutisse et que ça aboutisse en sa faveur. Si ce n'est pas le cas, il est aussi très contesté par sa base, etc. Donc vous avez plein de choses comme ça qui s'ajoutent et qui font qu'à un moment, on ne va pas forcément discuter du fond de la réforme ou du projet, parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Vous avez aussi un certain nombre de partis qui entendent tirer profit de cette séquence pour se réimposer sur la scène et se remettre dans le jeu. Donc ça fait quand même beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses qui sont trop annexes et pas en rapport direct avec le problème pour que les choses soient négociées et se poursuivent sereinement. Jean-Philippe Dorosier. Le gouvernement commet une erreur qui est assez commune. Il oublie que l'institution qui fait la loi et qui fait les réformes, c'est le Parlement. Et donc, il discute presque à huis clos avec les syndicats, effectivement, mais les négociations se poursuivent. On ne sait pas trop ce qu'il en ressort. Il faut attendre un temps infini pour que ça arrive, et ça va arriver tout à l'heure. Et après, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, mais soit il poursuit le débat au Parlement, et ça fait 2 fois qu'on va négocier, que ça va s'éterniser au risque justement que la protestation sociale grandisse, soit ils vont aller très vite au Parlement, écartant tout débat démocratique. Et d'ailleurs, l'erreur avait été commise sous le quinquennat précédent sur une toute autre réforme qui était le mariage pour tous, où il y avait eu un long débat social en amont, puis on avait remis ça à nouveau, le Parlement avait poursuivi, etc. Et l'exécutif s'était un petit peu enlisé au point qu'au bout d'un moment, il a tranché en disant TLP à l'Assemblée et on accélère. Mais ça veut dire que quand ça sera examiné au Parlement à la rentrée, ça va remettre une pièce dans la machine de la contestation ? Évidemment, parce que le sujet va être porté médiatiquement, porté par la représentation nationale, et donc les syndicats vont s'en saisir. Si l'exécutif avait préparé une copie peut-être un petit peu plus rapidement, l'avait officialisée un petit peu plus vite, et soumise au Parlement en disant maintenant faites votre travail, parce que c'est à vous de débattre de la réforme, c'est à vous de délibérer sur la loi, c'est à vous d'échanger. Je rappelle que normalement la Constitution prévoit pour la procédure ordinaire
ordinaire d'adoption d'une loi, 2 lectures dans chaque assemblée. Hein, et elles sont bien là pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour échanger, pour créer un débat, pour créer des échanges de points de vue entre les parlementaires, entre les deux chambres, et poursuivre ainsi. Les assemblées peuvent consulter les syndicats, peuvent les auditionner, peuvent faire entendre et écouter leur voix, et tout cela permet effectivement d'élaborer une loi qui puisse être satisfaisante pour Donc ça veut dire tout le que le monde. débat parlementaire va être long, puisque 2 lectures dans chaque chambre, ça ne se fait pas rapidement, et ça veut dire Ça, c'est la procédure ordinaire, mais probablement que l'exécutif va engager la procédure accélérée comme il le fait systématiquement, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture, et que, voilà, encore une fois, il va vouloir aller très vite au Parlement pour espérer que sa réforme voit le jour soit avant l'été, soit à la rentrée prochaine. Je pense que son calendrier idéal, c'est avant l'été, pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse partir sous de meilleurs auspices pour lui, et ne pas justement refaire une rentrée sociale avec des contestations comme on l'a connu cette année. Allez, on va continuer à parler de cette réforme des retraites. On va aller à Toulouse retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger, journaliste à la Dépêche du Midi. Merci d'être avec nous. Vous consacrez votre une du jour à cette réforme des retraites, bien sûr, avec ce titre « Retraite, on va enfin savoir ». Oui, je crois que je vous surprends pas trop en faisant en vous parlant de la réforme des retraites. C'est notre gros dossier du jour. On fait référence, on va enfin savoir, au discours que doit prononcer le Premier ministre à midi devant le Conseil économique et social. Dans la région, la grève a été encore une fois fortement suivie hier, avec des cortèges, des manifestations dans tous les départements. Alors la mobilisation a quand même été moins forte que jeudi dernier. Toutefois, qu'il s'agisse de Toulouse, où les syndicats annoncent 60 000 manifestants, ou Albi, Tarbes, Foix, Montpellier, il y a quand même eu beaucoup de monde dans la rue pour cette nouvelle journée de manifestation et de grogne. C'est surtout au niveau de l'éducation et des transports ferroviaires, le train, qui ont été impactés par la grève. Il y avait très très peu de trains hier à nouveau en région Occitanie. Et dans votre journal également, vous êtes allé à la rencontre d'usagers de votre région pour voir comment ils s'adaptent à cette grève. C'est ça, on a consacré toute une page à un reportage dans Toulouse où on est allé à la rencontre des Toulousains pour qu'ils nous racontent comment ils font face à la grève et à ses conséquences. Alors on a rencontré des parents d'élèves dont les enfants n'avaient pas cours hier comme jeudi dernier et qui sont obligés de poser des journées de RTT. On a rencontré des Toulousains qui se mettent au vélo et à la trottinette, ça c'est un côté un peu plus sympathique. Et puis surtout, il y a beaucoup de salariés, d'usagers du rail qui habitent autour de Toulouse et qui n'avaient pas de train hier comme jeudi dernier et qui sont obligés de s'organiser avec des collègues de travail qui ont une voiture. Donc il y a le covoiturage qui explose dans la région. Alors soit ce sont les salariés qui s'entraident, soit ils font appel à des applications de covoiturage. Et puis on a aussi beaucoup de témoignages autour de l'utilisation du télétravail quand cela est possible. Et puis il y a un autre sujet à lire aujourd'hui dans la Dépêche du Midi, Éric, c'est un sujet sur ces enfants écoliers le jour et SDF le soir. Vous y consacrez une page spéciale. C'est ça, on a fait un reportage, une enquête autour de ce phénomène qui est présent malheureusement à Toulouse. En fait, le point de départ, c'est un chiffre qui nous a été donné par Droit au logement, par DAL 31, qui évoque le chiffre de 200 enfants environ qui vivent dans la rue et qui sont pourtant scolarisés à Toulouse. C'est un chiffre assez important. Alors, ce sont principalement des enfants de familles de migrants, des Albanais, des Syriens, des Algériens, qui vivent soit dans une tente avec leur famille, des tentes qui sont prêtées par des associations caritatives, ou alors dans des squats dans Toulouse. Donc on analyse ce phénomène dans la Ville Rose, et puis on a fait un reportage, on est allé rencontrer ces familles de migrants dont les enfants vont à l'école, et c'est effectivement une vraie galère qu'ils nous racontent et qu'on raconte aujourd'hui dans une page spéciale. Et tout ça, c'est donc à lire dans la Dépêche du Midi. On va revoir votre une, Éric Berger. Retraite, on va enfin savoir. C'est aujourd'hui à la une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis Toulouse. Merci. On va parler maintenant d'une autre mobilisation, c'est celle des pompiers. Ils sont 248 000 en France. Ils dénoncent leurs conditions de travail, des manques de moyens et les agressions dont ils sont de plus en plus victimes. C'est un sujet dont s'est emparé le Sénat. Des propositions vont être remises aujourd'hui. On en parle avec vous, Steve.
Oui, le ras-le-bol. Alors, si vous allez donc nous parler des sapeurs-pompiers, pour les sapeurs-pompiers, la coupe est pleine. Oui, le ras-le-bol des pompiers, il ne date pas d'hier. Or, il y a une mobilisation nationale et même en cours depuis le printemps. Les pompiers sont en grève, des manifestations sont même organisées à intervalles réguliers. Alors, de quoi se plaignent les pompiers? De deux choses, principalement. La multiplication des agressions pendant leurs interventions, violences physiques, caillassage, outrage et même parfois menaces de mort. Le nombre d'agressions déclarées a triplé en 10 ans. Deuxième problème, les cadences infernales. Les pompiers sont fatigués de devoir intervenir dans des situations dans lesquelles ils ne devraient pas intervenir en temps habituel. Un seul chiffre, Oriane, en 2018, les pompiers ont réalisé 4 500 000 interventions. C'est une intervention toutes les 7 secondes. Et le Sénat s'est donc penché sur ce ras-le-bol des pompiers. Oui, une mission d'information a été lancée. C'était en avril dernier. Elle avait pour objectif de faire un diagnostic sur 6 mois et de livrer des préconisations en matière législative et réglementaire. L'un des 3 rapporteurs était au micro d'Alexandre Poussard. C'était au mois d'octobre. Écoutez. Moi, je crois que d'abord, la question de fond, elle est sociétale. Pourquoi, dans les quartiers populaires et dans le monde rural profond, ces agressions explosent? Donc, il y a un vrai problème de fond. Deuxièmement, je pense que les pompiers ne font pas tout à fait les missions pour lesquelles ils sont missionnés, payés. C'est-à-dire que leur travail, c'est la protection des personnes, protection des biens. Mais il y a tout un tas de missions sur lesquelles ils sont envoyés par déficit d'autres services publics qui ne font plus ce travail. Je pense notamment à la question des urgences. C'est un autre secteur qui est en crise et qui s'exprime d'ailleurs de manière virulente et à juste titre par ailleurs. Et donc on a tout un tas de choses à regarder pour accompagner nos pompiers quand ils sont agressés, quand ils déposent plainte et quand on doit leur apporter une protection, et c'est bien légitime. Très bien. Voilà, alors les pompiers réclament une revalorisation de leurs primes de feu. Ils réclament aussi des embauches massives pour soulager un peu les équipes au quotidien. Les pompiers en ont marre de travailler en flux tendu. Réponse, ou plutôt début de réponse aujourd'hui, Oriane. À midi, la mission d'information du Sénat doit rendre ses conclusions. Au total, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y aura 18 propositions pour endiguer les violences contre les pompiers. Parmi elles, le financement d'un matériel de protection plus adapté, une meilleure appréhension des cas psychiatriques, l'ajout d'un référent sécurité aux équipes d'intervention ou encore la création d'un numéro unique pour les appels d'urgence. Enfin, il faut, selon les sénateurs, sensibiliser l'opinion publique aux violences subies par les pompiers. Objectif notamment, enrayer la crise des vocations. Merci beaucoup Steve pour ce résumé. C'est vrai qu'il y a ce chiffre marquant, les agressions dont sont victimes les pompiers qui ont triplé et ça continue selon les derniers chiffres, plus 50% cette année par rapport à 2018. Les pompiers qui sont dans une situation de crise révélatrice finalement de la situation des services publics peut-être. Oui, et révélatrice du fait qu'il y a plus d'intouchables dans notre République. On l'a vu avec les maires qui sont maintenant de plus en plus agressés et pour lesquels le Sénat s'est mobilisé en menant une consultation et en formulant des propositions que le gouvernement a en partie reprises. On le voit avec les sapeurs-pompiers. Alors, c'est lié au fait qu'ils interviennent souvent en premier, notamment dans des quartiers sensibles, au fait que désormais ils interviennent avant la police, qu'ils sont de plus en plus sollicités, qu'ils doivent pallier la saturation des services du SAMU. Donc, ils sont toujours aux avant-postes. Et qu'ils remplacent des services publics souvent défaillants. Ils remplacent des services publics défaillants. Et aujourd'hui, ils font face à un délitement un peu du lien social et au fait qu'on ne prend plus en considération, enfin c'est très ambivalent en France, leurs missions qui sont reconnues par tous les Français, mais en même temps, on est capable de les caillasser, de les violenter. Donc, il y a quand même un réel problème dans notre pays. On agresse des maires, on agresse des sapeurs-pompiers, on agresse des praticiens hospitaliers dans les services d'urgence. Enfin, aujourd'hui, on a l'impression que tout est possible. Donc, on comprend que le Sénat se mobilise. Il y a ce problème-là, mais il n'y a pas que ce problème pour les pompiers. Il y a aussi un problème de conditions de travail. Ils demandent une revalorisation notamment de la prime de feu et une réorganisation de leur temps de travail. Ils demandent plus de moyens. Le Sénat vient de rejeter le budget de la sécurité civile pour 2020, faute de crédits suffisants, et notamment pour les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours. Donc il y a quand même
plusieurs problèmes auxquels le gouvernement n'a pas répondu. Les sapeurs-pompiers ont tenu leur congrès il y a quelques semaines, ils n'ont pas eu de réponse satisfaisante. Donc on est dans un système de blocage, sans oublier qu'on a une organisation de la sécurité civile très particulière en France, 240 000 sapeurs-pompiers, dont 200 000 volontaires. Et ces 200 000 volontaires ont de plus en plus de problèmes de disponibilité vis-à-vis de leur employeur et touchent des clopinettes alors qu'ils sont sur le pont et d'astreinte tous les week-ends et maintenant agressés. Donc c'est aussi notre modèle de sécurité civile qui est quand même menacé. Stéphane. Je pense que tout a été dit. Peut-être en complément, si le nombre d'agressions a explosé aussi ces dernières années, c'est que vous parliez d'agressions déclarées. Alors effectivement, les agressions, les violences à l'égard des sapeurs-pompiers augmentent de manière très spectaculaire. Mais il y a aussi le fait que dans le passé, il y avait beaucoup d'agressions qui n'étaient pas du tout signalées. Aujourd'hui, il y a une politique qui consiste à porter plainte systématiquement et à signaler tous les faits. Donc et pas suffisamment selon le Sénat qui d'ailleurs veut encourager encore les plaintes. Mais ça se fait de plus en plus, alors qu'à une époque ça se faisait beaucoup moins, voire pas du tout. Alors que maintenant l'idée c'est de le faire systématiquement. Donc il y a une inflation statistique, mais il y a aussi, c'est pas qu'une histoire de chiffres, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on vit aussi dans une société qui est de plus en plus violente. Et vous avez effectivement cet aspect des choses qui consiste à dire et à reconnaître que les sapeurs-pompiers, comme d'autres services publics, en fait, sont les premiers en ligne et parfois les seuls interlocuteurs de gens qui vont pas bien du tout. Il y a aussi la question qui a été évoquée de la psychiatrie, de l'état de la psychiatrie dans ce pays, et le fait que pour certains, les pompiers incarnent l'autorité, ils incarnent l'État, ils sont pris à partie de manière totalement déraisonnée. Mais ils ne sont pas les seuls. Effectivement, c'est aussi la police, les gendarmes, les médecins, les maires. Et donc, on voit bien qu'on est dans un rapport plus général. Oui, simplement pour compléter ça, effectivement, il y a une situation du service public, notamment des services d'urgence, qui est de plus en plus catastrophique en France. Donc là, on parlait des pompiers, les services d'urgence des médecins avec le problème de l'hôpital, les policiers qui vont aussi se mobiliser aujourd'hui. Tous ces services-là, depuis plusieurs années, du fait de baisse d'effectifs, le résultat de politiques qui ont été menées il y a plus longtemps maintenant, sont dans une situation qui est de plus en plus intenable. Ils sont mobilisés pratiquement 24 heures sur 24, ils n'en peuvent plus. La situation sécuritaire du pays fait qu'on leur demande toujours plus. Entre les manifestations, la menace terroriste, etc., ils sont toujours en première ligne, que ce soit les pompiers, les médecins, les policiers. Et au bout d'un moment, ce sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Allez, on va terminer sur Ils ne peuvent pas le faire. On va terminer sur ce sujet. On va le voir, ce ras-le-bol des pompiers sur le terrain. Du côté de Tours, avec nos partenaires des télés locales, la rupture est consommée avec les élus d'André-Loire. C'est une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues depuis sa mise en ligne. Les pompiers de Tours qui ont boycotté une cérémonie où étaient présents plusieurs élus, point d'orgue d'une mobilisation qui dure depuis 5 mois pour dénoncer le manque de moyens, profond mal-être, on en parlait. Un geste vécu comme un manque de respect par ces mêmes élus. On va regarder ce reportage de Florent Clavel pour nos partenaires de TV Tours. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de cabinet. Dans la cour du collège Anatole France, le maire de Tours va entamer son discours. C'est à ce moment-là qu'une trentaine de pompiers choisissent de partir. Quelques secondes de flottement, des applaudissements et des élus désemparés face à ce geste de défiance inédit pendant une cérémonie de la Sainte-Barbe. Ce responsable syndical assure qu'il n'était pas au courant de l'action de ses collègues, mais ce geste ne le surprend pas. Comme j'avais averti au niveau de nos autorités de tutelle, on sentait bien une montée en tension et j'avais déjà averti qu'il allait être pour nous difficile de pouvoir cadrer le mouvement. 5 mois maintenant que les pompiers sont en grève, avec le sentiment de ne pas être entendus. Quelques instants avant ce mouvement d'humeur, un pompier avait dénoncé à la tribune le manque d'effectifs en Indre-et-Loire. Moyenne nationale, 64 professionnels pour 100 000 habitants. Ici, 54. Des craintes entendues par le président du SDIS dans le département. 10 postes de pompiers professionnels viennent d'ailleurs d'être créés et le nombre d'interventions a diminué de 8% grâce à une meilleure coordination des secours. Mais pour lui, l'attitude des pompiers le jour de la Sainte-Barbe n'est pas acceptable. L'édition départementale de cette fête le week-end prochain est annulée. Les organisations syndicales ne sont pas capables de nous garantir que cette cérémonie importante, qui est une cérémonie de cohésion, qui est une cérémonie qui vise aussi à honorer les morts en service et à permettre un moment républicain d'échange avec les élus,
nous ne sommes pas aujourd'hui sûrs que cet événement puisse se passer sereinement. La remise de médailles et de galons est reportée. Le dialogue rompu pour l'instant entre les élus, l'État et les 320 pompiers professionnels d'Indre-et-Loire. Voilà pour ce reportage de nos partenaires de TV Tour. On reparlera bien sûr de cette mobilisation des pompiers dans cette émission. Mais on va se rendre à Montpellier. On a retrouvé Olivier Biscay. Bonjour Olivier, rédacteur en chef du Midi Libre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Olivier, le Midi Libre qui organise aujourd'hui une journée initiative verte. Pourquoi avez-vous voulu organiser cette journée ? Disons que nous avions déjà une tradition à Midi Libre et au sein du groupe des Pêches du Midi, puisque nous organisons depuis l'année dernière le week-end du Monde Nouveau, où nous parlions beaucoup d'écologie, de développement durable, de protection de la planète. Et nous avons souhaité à Midi Libre prolonger au cours de cette journée que nous organisons aujourd'hui de 10h à 22h, des tables rondes, des conférences, des présentations par des associations, des particuliers, de petits gestes pour la planète et des conférences au cours desquelles on va alerter sur la situation de la planète et des sujets qui y sont liés ici dans la région et en France. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le programme précis de cette journée ? Oui, on va démarrer ce matin à 10h30 avec une table ronde avec des associations qui vont présenter leurs actions dans des communes, des quartiers, des clubs. On aura ensuite des entreprises qui, là aussi, s'intègrent beaucoup dans la RSE. Ce soir, des collectivités, des institutions qui viennent jeunes, qui présenteront devant un public leurs actions dans un établissement scolaire, dans une association, dans leur quartier. Alors ça va du ramassage de mégots sur la plage à un travail au sein de l'établissement, plus éditorial, de réflexion avec les élèves. L'idée, c'est vraiment de partager des idées et des initiatives pour protéger la planète. Et donc, pour ceux qui sont dans la région et qui souhaitent venir, c'est rendez-vous au siège du Midi Libre, c'est ça Olivier ? C'est rendez-vous au siège du Midi Libre, entrée libre, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est tout au long de la journée de 10h à 22h. Et voilà, si vous êtes dans la région, allez-y, n'hésitez pas. Donc au siège du Midi Libre, cette journée des initiatives vertes. Merci beaucoup Olivier Biscay d'avoir été avec nous ce matin, rédacteur en chef du Midi Libre. Et on va voir, avant de terminer, ce qu'il y a à la une de vos journaux régionaux aujourd'hui. C'est avec Steve Jourdain. Et Steve, on va commencer avec le Républicain lorrain. La presse qui aujourd'hui revient bien sûr largement sur la réforme des retraites. Édouard Philippe sous pression, titre le Républicain lorrain. La deuxième journée d'action contre la réforme des retraites a moins mobilisé que la précédente. Seulement 4000 personnes dans la ville de Metz par exemple. Mais les manifestations permettent bien de maintenir la pression sur le Premier ministre juste avant ces annonces qui doivent donc, on le sait, intervenir aujourd'hui en fin de matinée. Oriane. Et la République des Pyrénées qui s'interroge ce matin. Qui s'interroge et qui interroge aussi ceux qui sont dans la rue. Partis pour durer, point d'interrogation. 5000 personnes seulement ont défilé hier dans les rues de Pau. C'est 2 fois moins que la semaine précédente, nous dit la République des Pyrénées. Une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi, histoire de tester un peu cette mobilisation, Oriane. Et on enchaîne avec Presse Océan. De quoi sera faite cette journée ? Cette journée sera-t-elle décisive, se demande Presse Océan. À Nantes, 10 à 15 000 manifestants ont encore manifesté hier. Presse Océan se demande si les annonces attendues d'Édouard Philippe seront de nature à calmer les esprits, Oriane. Et cette réforme des retraites est aussi à la une de Paris-Normandie. Mais pas que, on va voir. Toujours mobilisé, Paris-Normandie consacre un dossier spécial à la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais Paris-Normandie, vous l'avez dit, se penche aussi sur les suites de la catastrophe de Lubrizol et ce feu vert donné à la réouverture partielle de l'usine chimique. Alors le comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis positif. En conséquence, selon nos confrères du Monde, le préfet de Seine-Maritime devrait autoriser la relance de l'activité, un choix dénoncé par les défenseurs de l'environnement. L'usine est fermée, je vous rappelle, depuis l'incendie spectaculaire de fin septembre. Merci beaucoup Steve pour la revue de vos quotidiens régionaux. On va voir vos unes, messieurs, la une de Maire de France, numéro spécial sur le bilan du Congrès des maires, Xavier. Oui, un numéro spécial du 102e congrès, le bilan au cours duquel
Le gouvernement a échangé avec l'Association des maires de France, des présidents d'intercommunalités, et a donné son accord pour engager un nouvel acte de décentralisation que l'AMF demande, avec beaucoup plus de liberté locale et une garantie de l'autonomie fiscale, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, puisque l'État supprime la taxe d'habitation et que les modalités de compensation ne sont pas garanties. Donc, grosse inquiétude des élus sur leurs budgets locaux. Et c'est donc à lire dans Maire de France. On aura l'occasion d'en parler, bien sûr, Xavier, à la une de Ouest France. Stéphane Vernet, aujourd'hui. Les municipales, quelles sont leurs attentes? Oui, on est allé à la rencontre des habitants de 3 communes, une dans la Manche, une en Vendée et une dans le Finistère, des petites communes, Gouville-sur-Mer, Saint-Malo-du-Bois, Rospordin. C'est plutôt très sympa. On voit que les gens sont très attachés à leur commune. Dans 2 sur 3, il est question de l'absence de médecins et de pharmacie. Et on voit qu'il y a des attentes. Enfin, ça fait du bien. Moi, je trouve ça frais. C'est sympa. C'est une autre façon de parler des municipales, non pas sous l'angle politique, mais sous l'angle terrain. Et ça, c'est incarné. Il y a de la chair. C'est agréable à lire. Et voilà, c'est agréable à lire. Et c'est à lire dans Ouest France aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce club. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat. Une demi-heure d'interview en partenariat, bien sûr, avec la presse quotidienne régionale. Gérard Larcher qui nous livrera sa réaction suite aux annonces d'Édouard Philippe qui sont donc prévues aujourd'hui. On vous attend demain et on vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.